à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat dans un premier temps pour vous présenter et discuter entre vous pendant le webinaire. En revanche, si vous avez des questions à poser à Patrice, je vous invite à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat, puisque c'est dans cette boîte à questions qu'on viendra piocher un peu les questions tout au long du webinaire. Il me semble que j'ai fait le tour pour ce qui est du sommaire et des modalités. Donc, Patrice, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes et puis ce que vous faites chez Sigma RH? En fait, Sigma RH, je vous fais l'accent québécois. Sigma RH, c'est une boîte d'origine québécoise, mais on est installé à Paris depuis 2004, en France. On a à peu près la moitié de nos clients qui sont en France, la moitié de nos clients qui sont au Canada. Il y a une petite partie également ailleurs dans le monde, mais donc on est une structure qui s'intéresse particulièrement à l'informatisation des ressources humaines, mais dans sa globalité. Donc, on n'a pas, nous, dès le départ, on a choisi de couvrir largement les ressources humaines, donc sur tous les volets, et non pas uniquement sur un des axes, par exemple la gestion des talents ou la GTA ou la gestion des relations sociales. On est vraiment parti sur la globalité, parce que dans notre vision, pour nous, prendre une décision ressources humaines, ça implique la totalité d'un dossier de collaborateur. Donc, on a des clients de toute taille, on a des clients nos plus petits clients ont une centaine de collaborateurs, mais nos plus gros ont 340 000 collaborateurs. En France, également, on a des très grosses sociétés qui sont clients chez nous. OK. Et par rapport au secteur d'activité, vos clients, c'est de tout secteur d'activité, oui. Tout secteur d'activité. On travaille avec des entreprises dans le BTP, des entreprises dans le service. Vraiment, c'est aux ressources humaines. OK, parfait. Alors aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Donc, j'ai une petite question à ce sujet. Chez Sigma RH, vous en êtes où dans votre adoption de l'intelligence artificielle? Comment est-ce que vous l'utilisez au quotidien pour l'instant? Chez Sigma RH, sans parler de l'intégration d'outils d'intelligence artificielle à l'intérieur de nos solutions, mais évidemment, la révolution ChatGPT a frappé également une entreprise comme Sigma RH dans ses activités quotidiennes. Donc, mes collaborateurs vous diraient que je suis particulièrement j'encourage beaucoup les gens à utiliser l'IA dans tous les services. Je pense au service marketing, entre autres, qui travaillent maintenant énormément avec l'IA. Moi, personnellement, je travaille énormément avec l'IA. Les équipes de développement travaillent beaucoup avec l'IA. Donc, c'est un élément qui accélère énormément le travail. Il faut absolument intégrer des outils d'IA dans notre quotidien parce qu'on devient beaucoup plus performant. Vous en voyez vraiment les bienfaits? Je ne vivrai plus sans. Peut-être, mais bon, j'y arriverai. Ce serait dur. Oui, ce serait dur, oui. Grande perte d'efficacité. Très bien. Et du coup, chez Sigma RH, vous êtes un SIRH global, si on peut appeler ça comme ça. Oui. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? C'est vraiment la vision globale parce qu'il y a peu de concurrents qui vont aller vraiment sur toute la palette en étant capable d'être un best of breed ou un meilleur du marché dans chacune des activités. Donc, on retrouve souvent des gens qui proposent des modules, des sociétés qui proposent des modules ou des suites, une suite talent ou des modules de recrutement ou des trucs comme ça. On a, tout dépendant des marchés, on a à peu près 18 modules globalement chez Sigma, intégrés dans 4 suites. Donc, c'est une couverture fonctionnelle très, très large. Normalement, vous venez chez Sigma, vous allez avoir toutes les solutions pour répondre à vos besoins de RH. Merci Patrice pour cette belle introduction. Alors aujourd'hui, vous êtes présent avec nous pour parler un petit peu de l'avenir des SIRH avec l'arrivée de l'intelligence artificielle sur le marché du travail. Donc, pour commencer, est-ce que on pourrait peut-être évoquer les différences entre les SIRH aujourd'hui et puis ce à quoi pourrait ressembler le SIRH de demain? En fait, ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché des SIRH, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est qu'on a des SIRH qui sont décentralisés, que nous, on appelle un SIRH fragmenté, donc où on va retrouver dans plusieurs systèmes dans les services RH les données RH. Donc, on aura un système
pour la gestion des talents, on aura un système pour la gestion des temps, un autre pour la gestion administrative. Bref, il y a une répétition de systèmes c'est un environnement qui est adapté pour répondre à un besoin spécifique d'un service et c'est un peu plus difficile d'avoir une vision globale d'un collaborateur avec un système comme celui-là parce qu'il faut aller dans plusieurs systèmes d'information pour réussir à obtenir une vision globale sur un collaborateur. Il y a d'autres SIRH qui sont des SIRH plus globaux. Sigma RH n'est pas le seul SIRH global en France. Donc, il y a une partie des entreprises qui utilisent également des SIRH plus globaux. Là, on voit l'arrivée de l'IA dans les SIRH, puis là, ça pousse énormément les dirigeants d'entreprise, pousse énormément pour introduire l'IA. Donc, il y a déjà 47% des gens qui utilisent des outils d'IA un peu à l'intérieur de leur organisation, mais 71% des dirigeants veulent qu'en 2025, on utilise l'IA ils souhaitent mettre en place une application d'IA pour leur organisation. Donc, c'est une étude de KPMG qui est revenue avec ça, mais c'est évident que pour les dirigeants, il faut amener l'IA dans l'organisation le plus rapidement possible. Et donc, pour un SIRH, il faut installer une ou des IA sur un SIRH ou des SIRH si on va vers un SIRH fragmenté pour y arriver. Mais c'est vraiment les SIRH de demain doivent vivre avec une IA. Ceux qui ont utilisé des outils comme ChatGPT ou Bard ou Copilot de Microsoft vont vous dire oui, OK, je comprends, on va beaucoup plus rapidement en utilisant ce genre d'outils. Très bien. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, est-ce qu'il y a déjà des SIRH qui utilisent l'IA à leur manière? Il y a déjà, ça fait très longtemps qu'on utilise l'IA. L'IA a été démocratisée récemment ou a été montrée au public récemment avec l'arrivée des modèles GPT. On parle de ChatGPT, Bard. Il y a différents modèles d'intelligence artificielle qui sont arrivés sur le marché, mais avant ça, il y avait déjà de l'intelligence artificielle et il y a déjà plusieurs SIRH qui intègrent ces outils-là. Quand on vous propose une solution qui est capable de lire des tickets, des tickets de restaurant, des notes pour compléter des notes de frais, pour extraire des montants, les catégoriser, c'est de l'intelligence artificielle souvent qui est derrière ça. Quand on offre des outils qui lisent des CV et qui sont capables d'interpréter les données d'un CV, pas juste extraire du texte d'un CV, mais interpréter des données d'un CV, c'est de l'intelligence artificielle souvent qui est derrière tout ça. Donc, il y a déjà de l'intelligence artificielle dans les outils de RH. Maintenant, l'IA générative telle qu'on l'a connue tous dans la dernière année, elle change la donne complètement parce que là, on va retrouver dans les systèmes d'information des IA génératives qui vont venir se déployer assez rapidement. Et il y a quelques éditeurs qui ont commencé à faire des présentations avec des modèles de présentation qui ne sont pas encore nécessairement en production. On a vu ADP qui a présenté des choses, il y a Workday qui a présenté des choses, mais encore concrètement dans les mains des utilisateurs, c'est de ce côté-là, sur l'IA générative, ça arrive très vite, mais c'est pas encore tout à fait là. Merci Patrice. Alors, l'IA va arriver, va s'intégrer dans les SIRH dans les années à venir. Quels sont les défis que les professionnels des ressources humaines vont rencontrer justement à cette intégration? En fait, c'est les défis, c'est un peu le titre de la rencontre d'aujourd'hui, c'est que est-ce que les SIRH vont y résister? C'est que quand on veut implanter un modèle d'IA, il faut réussir à fournir des données cohérentes à une intelligence artificielle. N'importe qui travaille aujourd'hui en intelligence artificielle vous dira qu'il faut donner des données cohérentes qui sont propres à un modèle d'intelligence artificielle pour qu'il réussisse à vous donner les meilleurs résultats. Donc ça, c'est un des défis aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de fragmentation de données dans les SIRH, dans les entreprises. L'intégration d'intelligence artificielle dans les organisations, puis l'adoption par les utilisateurs d'intelligence artificielle va aussi passer par l'interface utilisateur qui va être proposée par les IA. Donc, il faut rendre une interface utilisateur cohérente. Tous ceux qui ont non pas essayer de limiter le nombre d'interfaces utilisateurs. Je redonne mes exemples que j'ai donnés un peu plus tôt.
ceux qui ont travaillé avec ChatGPT ont expérimenté une interface utilisateur d'un certain type. Ceux qui ont travaillé avec Bing ou Microsoft a implanté la même IA, mais avec une interface utilisateur différente, ben, on est un peu déstabilisé la première fois parce qu'on ne comprend pas exactement comment ça fonctionne parce que ce n'est pas exactement le même fonctionnement. Puis si on travaille avec Bard, ça va être la même chose de l'outil de Google. Donc, c'est d'essayer d'intégrer une expérience d'intelligence artificielle sur le domaine d'activité sur lequel on travaille, puis essayer de ne pas justement la multiplier. Et finalement, la sécurité des données, le RGPD, entre autres, mais dans toutes les juridictions, il y a du contrôle de données au niveau des données personnelles. Et comment on va faire pour distribuer de l'information relativement ou très confidentielle à des intelligences artificielles en s'assurant qu'elle n'apprend pas de ces données-là ou si elle apprend, qu'elle apprend pour mon entreprise et qu'elle n'apprend pas pour les autres entreprises. Donc, c'est un autre des défis importants. Merci. Alors, on va prendre les questions de l'audience. Si vous en avez, n'hésitez pas à poser des questions. En attendant, moi, j'en ai juste une parce qu'à l'instant, on parlait de RGPD, de sécurité des données. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a des textes qui sont en discussion sur l'encadrement de l'IA, mais rien qui est vraiment acté pour le moment. Oui. Donc, sur quoi on peut se reposer aujourd'hui? Il faut se reposer sur le gros bon sens. Actuellement, on n'a pas le choix. Donc, on essaye de diminuer au maximum la portée, la couverture, la diffusion de nos données. Un peu comme aujourd'hui, les entreprises qui ont commencé à intégrer ChatGPT à l'interne, soit utilisent des modèles ChatGPT privés installés sur un environnement qui leur est réservé, en ayant un contrat qui leur garantit que les informations qui vont insérer dedans ne seront pas utilisées pour réentraîner le modèle. Donc, c'est des réflexes qu'il faut absolument qu'on ait actuellement parce qu'on va se faire... Il va y avoir un encadrement. Et cet encadrement-là devra laisser place à l'évolution de la technologie parce que si on encadre trop et qu'ailleurs, c'est moins encadré, ben, il va y avoir un avantage concurrentiel sur une certaine efficacité sur l'utilisation de données dans d'autres juridictions. Donc, c'est un équilibre qui est difficile à trouver, mais bon, on va y arriver. Merci. Alors, on a une question de Valentin qui vous demande, avez-vous des exemples concrets de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les SIRH? Il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner parce qu'on pourrait avoir des exemples d'analyse de données. C'est ce qu'on va parler un petit peu plus tard. Analyser globalement les données et réussir à faire parler des informations autant d'absentéisme que de formation ou de compétences ou d'action disciplinaire ou d'accidentologie ou d'exposition au risque et poser des questions à l'IA pour dire quelle serait la meilleure personne ou quel serait le meilleur profil de personne pour occuper un poste comme ça, exposé à ça. Donc, on pourrait poser des questions de ce type-là à une IA. Mais je pense que la première chose qui va arriver, ça va être des outils de productivité dans les SIRH. C'est-à-dire, je veux créer un poste. On va poser la question, est-ce que je veux créer un poste? On va demander quel titre de poste? Est-ce que tu veux un exemple de fiche de poste pour un titre comme celui-là? Oui. Est-ce que tu veux le baser sur ton modèle de poste que tu as dans ton organisation? Oui. Il va me rédiger déjà un modèle de poste. Il pourrait déjà me prévenir aussi. Attention, tu as déjà un poste qui ressemble à ça. Est-ce que tu es certain que tu veux créer un nouveau poste? Donc, c'est vraiment de l'accélération de travail. Rédiger des courriers, analyser des situations, compléter un écran va être différent. Donc, mais déjà aujourd'hui, on voit des exemples pour aide à la rédaction, analyse, synthétiser un dossier. Donc, fais-moi un résumé sur ce dossier. Et là, dans un texte de 200 mots, et il va nous résumer, ce collaborateur est à l'embauche depuis 22 ans, il fait ça, son profil est comme ceci, comme cela. Il a plutôt des compétences dans tel domaine, puis il y a une progression qui est supérieure à la moyenne. Il va me le rédiger en mots. Donc, ça, c'est super intéressant. Merci Patrice pour votre réponse. Merci également à Valentin pour votre question. On a une question un peu plus logistique cette fois de Pierre qui demande aurons-nous un support suite à ce webinaire? J'ai oublié de le préciser au début en introduction, mais effectivement la
la présentation sera téléchargeable dès la fin du webinaire. Vous pourrez la télécharger en cliquant sur le petit nuage. Normalement, il y aura une petite flèche en haut de la présentation qui s'affichera et vous pourrez le télécharger. On a une autre question, donc prenons-la. C'est une question de Baptiste cette fois qui demande, en dehors des usages comme des résumés ou de la rédaction synthétisée, comment l'utilisez-vous? Gestion des données, par exemple. Comment on l'utilise, nous, concrètement? Je pense qu'on peut généraliser comment est-ce qu'on va l'utiliser pour gérer les données, par exemple. OK, je vais redonner un autre exemple. Puis je le lie à l'accidentologie parce que pour nous, c'est aussi une partie de RH. Si je suis une petite entreprise ou une entreprise intermédiaire, 300-400 personnes, qui j'ai un accident de travail et que je saisis la description d'un accident de travail, est-ce que ça pourrait être intéressant que mon IA me propose des actions correctives directement? En lisant, parce qu'elle comprend comment s'est produit l'accident. Donc, elle peut déjà me proposer des bonnes pratiques sur des choses juste en comprenant l'accident de travail, comment il s'est déroulé. Donc, c'est des accélérateurs. Je reviens encore sur des accélérateurs. Donc, elle va me conseiller. Elle pourrait me dire, attention, vous avez déjà eu un accident du même type en 2014 et voulez-vous le consulter? Donc, c'est des accélérateurs. C'est vraiment pour aller beaucoup plus vite. Après, évidemment, sur la partie données, c'est vraiment de faire parler les données. Est-ce que des générateurs d'état tels qu'on les connaît aujourd'hui vont encore exister dans 5 ans? Je ne crois pas. On va demander à l'IA, produis-moi un rapport qui va me donner l'absentéisme d'un département, par département. C'est tout. Et il devrait comprendre qu'il va avoir une liste de noms de départements avec des taux d'absentéisme. Et si je lui donne une période, il va me la donner. Si je dis que je souhaite que ce soit comparé à la période équivalente l'année dernière, il va me le donner, mon résultat. Donc, c'est le genre d'outils qui vont vraiment accélérer les choses pour l'interrogation de données. Merci beaucoup. Merci également à Baptiste pour votre question. Je vous propose de passer à la deuxième partie. Donc là, on peut voir comment l'IA fonctionne et traite les données qu'on lui donne finalement. Donc, et d'ailleurs, je crois que Patrice, vous avez un exemple assez marquant. Je me suis un peu amusé parce que on essaie souvent de faire comprendre aux gens pourquoi c'est important de centraliser ces données, d'avoir des données de qualité pour réussir à faire travailler une intelligence artificielle. Puis, c'est un peu ludique, la présentation. Il y a des gens qui connaissent bien l'intelligence artificielle qui vont dire, OK, c'est un peu simple, mais je pense que ça va aider les gens à comprendre. Donc, on s'est amusé avec ChatGPT à lui fournir des parties de photos et à lui demander son interprétation des choses. Donc, c'est un peu petit, peut-être que vous pourrez zoomer les photos, mais il était quand même d'assez bonne qualité. Et donc, sur le premier exemple, on a fourni à ChatGPT une partie de photo qui représente la tête d'une personne avec un casque. Puis on lui a demandé d'interpréter qu'est-ce qui se trouvait sur la photo. Donc, je lirai pas le texte, vous êtes en train de le lire actuellement probablement, mais donc, il représentait quelqu'un qui pouvait être à l'extérieur, qui pouvait potentiellement faire du sport. Donc, il y avait quand même une interprétation qui me donnait une idée assez précise. Pas très précise, mais les premiers éléments. Donc, c'était assez sommaire. Ensuite, on lui a fourni une deuxième photo. Et là, ça a été un peu plus difficile pour l'IA. Donc, en fait, c'est petit sur la présentation, mais en fait, c'est la queue d'un cheval, c'est l'arrière d'un cheval. Et l'IA a été un peu plus embêtée parce qu'il n'y avait pas assez d'informations pour réussir à faire son interprétation. Donc, il est plutôt allé, il a identifié que c'était du cuir quand même, mais bon, c'était pas, ça, j'aurais peut-être aimé mieux qu'il parle d'un animal. Mais donc, il a été imprécis. Donc, une partie de données qu'il n'a pas compris, il n'y a pas de contexte, on lui a donné ça, qu'est-ce que c'est? Donc, ça a été un peu plus difficile pour l'IA à ce moment-là. Ensuite, on lui a fourni la tête d'un cheval. Et là, on a dit, OK, si je t'explique les liens, que les 3 photos sont reliées, qu'est-ce que tu penses que c'est? Donc là, on a donné une photo de plus et du contexte. Oui, c'est ça. Donc, on a expliqué. Donc, ça pourrait ressembler un peu à si j'ai plusieurs systèmes d'information, je centralise mes données, puis j'explique à un IA le contexte. Donc là,
Et je l'interroge là-dessus. Donc là, il a été quand même beaucoup plus précis parce que là, j'ai rassemblé mes données au même endroit. J'ai réussi, je lui pose une question qui est contextualisée. Et là, il me répond que c'est probablement quelqu'un qui fait du cheval. Voilà. Il est beaucoup plus précis dans sa réponse. L'autre, donc, on lui a demandé de dessiner une image qui pourrait ressembler à ça. Si on lui demande de reproduire l'image, ChatGPT n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de reproduire une photo. Donc, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc, il nous a dit, je peux pas, mais je pourrais te fournir. Donc, on a fait notre prompt, oui, c'est ça, pour dire quelque chose qui pourrait ressembler. Donc, il est arrivé à dessiner ceci. Donc, on retrouve d'ailleurs les éléments donnés au départ. Exactement, on retrouve les éléments donnés au départ. Mais bon, c'est pas tout à fait l'image, parce que l'image réelle qu'on retrouvait, c'est celle-là, c'est l'image que nous, on a utilisée. Donc, ça nous représente un cavalier qui est sur son cheval. L'autre étape, c'est qu'on lui a fourni 4 images, en partie d'image, en enlevant un peu d'informations entre les images, qu'on lui a dit, essaie de me reproduire l'image à partir des 4 photos que je te fournis. Puis on les a fournies séparément en 4 fois. On a dit, reproduis-moi une photo qui pourrait ressembler à ça. Et là, il m'a reproduit un cavalier sur son cheval, à l'intérieur, sur du sable. Donc, il a quand même été l'image est quand même très ressemblante. Ça se rapproche. C'est pas exactement identique. Il n'y a pas le droit de le faire, mais l'univers est là. Donc, ça, c'est pas mal ce à quoi on peut s'attendre si on interroge une IA en fournissant toutes les données, en les contextualisant puis en l'interrogeant correctement. Donc, mais il faut lui fournir les données. Puis, si on reprenait les photos une à une, et on les présentait à un être humain, il y aurait probablement le même résultat. C'est vrai que quand j'ai vu la deuxième, la queue du cheval, j'ai mis un petit temps à comprendre ce que c'était. Oui, c'est ça. Donc, et après, avec le contexte, OK, c'est probablement un cavalier sur son cheval. Mais lui, il n'avait pas compris qu'il était sur son cheval. Il a compris qu'il y avait un cavalier et un cheval. Donc, il nous a présenté ça comme ça. Mais le cerveau humain fonctionne beaucoup de la même façon. Si vous présentez des données fragmentées à un humain, il va prendre une mauvaise décision. Si vous présentez toutes les données à un humain, il va prendre une meilleure décision. Donc, on est fait de la même façon. Donc, c'est analyse de données. Il y a des pourcentages dans notre tête qui se calculent et on dit, à mon avis, c'est ça. Et c'est quand ça dépasse un certain seuil que ça réussit à sortir de notre bouche. Mais avant, il y a beaucoup d'analyses qui se fait. On dit, non, ça, il n'y a pas assez de pourcentage d'exactitude. Donc, bref, c'est ça. Très bien. Et alors, si on devait résumer un petit peu cet exemple, il sert aussi à mettre en avant les risques, les différents risques de donner des données RH fragmentées. C'est vraiment d'aboutir à des conclusions qui sont erronées ou inappropriées, imprécises. Et donc, si on s'appuie sur des données, puis je reviens, c'est la même chose pour des humains. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'IA et vous avez un système RH fragmenté, vous le savez, pour prendre des bonnes décisions, vous allez dans tous les systèmes. On ne peut pas prendre un seul système puis prendre une décision. Il faut que j'aie les données globales du collaborateur pour prendre une bonne décision. C'est la même chose pour une IA. Donc, si on lui donne peu d'informations et qu'on lui pose des questions, il va me donner des réponses souvent inappropriées. On va établir des diagnostics qui sont incorrects. On va prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. Ouais. Puis, à l'interne, dans l'organisation, on a un risque réputationnel interne aussi parce que nos collègues qui utilisent des IA aussi, n'oubliez pas, ce n'est pas juste en RH. Là. Dans chaque service aujourd'hui, les gens sont en train d'étudier des solutions d'intelligence artificielle pour être plus précis, plus rapide, fournir des produits de meilleure qualité. Donc, vos collègues, les collègues dans les autres services vont mettre en place probablement pas des IA, mais une IA par service pour réussir à exécuter leur travail le plus efficacement possible. Et si vous arrivez à la table avec des résultats qui sont non probants ou avec 4 résultats différents parce que vous utilisez 4 IA, vous n'avez pas rassemblé toutes vos données, ça peut devenir vraiment compliqué. Ça peut devenir compliqué, oui, effectivement. Très bien. Merci. Alors, du coup, pour
peut-être essayer de réduire ces risques au maximum. On en parlait tout à l'heure, mais utiliser un SIRH global, qu'on appelle global, En fait, ça peut oui, c'est aider. ça. On peut répéter ça tout le temps. Il faut mettre un cirage global. Ça va être. Mais je vais avoir l'air de prêcher pour notre produit, mais il y a d'autres produits globaux. Là. Arrêtez-vous pas uniquement à ça. Mais c'est évident qu'une solution intégrée va aller mieux. Ça va aller mieux pour mettre une IA dessus. Il ne faut pas enlever qu'on pourrait avoir plusieurs SIRH et rassembler les données à un seul et même endroit et mettre une IA dessus. C'est aussi une possibilité. Donc, c'était les solutions de BI. Donc, on rassemblait les données au même endroit. Et là, on peut interroger une IA par-dessus. Le risque associé à ça, c'est que dans chacun de nos systèmes d'information, on a des règles de sécurité. Donc, dans mon système de gestion de la formation, dans mon système de gestion des compétences, des entretiens annuels, de la GTA, etc., j'ai des règles de sécurité. Certaines personnes ont accès à certaines informations et d'autres pas. Et si j'utilise une IA sur un SIRH global, l'IA devrait respecter ces règles de droit pour me donner mes réponses. Donc, mais si j'utilise plusieurs SIRH et que je rassemble toutes mes données dans un endroit centralisé et que je mets une IA par-dessus, il faut aussi que je rapatrie toutes les règles de sécurité de ces systèmes d'information et que je les donne à l'IA parce que sinon, on va interroger, les gens vont interroger le système et l'IA va donner des réponses sur des données que l'autre personne n'a pas accès. Donc, on va arriver au RGPD puis à la sécurité un peu plus tard, mais l'application va être de la sécurité, des règles de sécurité va être simplifiée avec une solution qui gère de façon globale les données RH. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, je propose tout de suite de prendre quelques questions de l'audience, puisque j'ai vu qu'on en avait eu quelques-unes. Alors, donc, on a une question de Charlotte qui demande « Comment avez-vous introduit cette nouvelle technologie auprès des collaborateurs ? Comment a-t-elle été reçue? Quelles mesures d'accompagnement au changement avez-vous mis en place ?» Écoutez, actuellement, comme j'ai mentionné, il n'y a pas vraiment d'éditeurs. Il y en a quelques-uns qui arrivent avec des solutions, mais qui ont amené ça directement aujourd'hui dans les mains de leurs collaborateurs par le biais du SIRH. Nous, chez Sigma, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a mis des chats GPT privés à la disposition des collaborateurs, on a communiqué, on a formé les gens à l'utilisation de ces modèles-là. Maintenant, ça va arriver dans nos prochaines solutions. On n'a pas parlé de notre roadmap, puis on n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais au cours des prochains mois, on va arriver avec des solutions. Et ça devient très, très intuitif, à mon avis, le basculement à l'utilisation de l'IA, parce que c'est une assistance. Donc, ça devient assez simple. Ça naturalise en fait l'interaction avec la machine et ça simplifie beaucoup, ça fluidifie. Donc, la gestion du changement n'est pas énorme. Par contre, il faut rassurer tout le monde au niveau de la sécurité des données. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on s'assure de ne pas fournir une information confidentielle aux mauvaises personnes. Oui, c'est ça. Peut-être que pour l'avenir, s'il y a temps à se développer et à vraiment s'intégrer pleinement dans les différents SIRH, c'est surtout rassurer, former aussi à l'utilisation des nouvelles technologies. C'est pour ça que moi, je crois qu'initialement, ça va devenir plus... Initialement, la première étape, c'est des aides à la productivité parce que là, on n'affecte pas la sécurité des données. Donc, il va falloir que tout le monde se sécurise sur la sécurité des données. Mais l'aide à la productivité, donc rédige-moi une fiche de poste, fais-moi un résumé sur tel dossier d'employé, analyse-moi, donne-moi des suggestions de correctifs suite à cet accident, dessine-moi un arbre des causes suite à un accident de travail. Ça va aller, ça touche pas l'analyse de données, ça touche une donnée qu'on lui donne, interprète-moi ce texte-là, donne-moi des suggestions. Donc, je pense que c'est ça qui va arriver initialement. Merci beaucoup. En parlant de RGPD, on a une question de Florence qui demande, dans le cadre justement de la RGPD, où est-ce que va la donnée? En fait,
je peux vous parler de nous, ce qu'on fait, ce qu'on étudie. On travaille avec Microsoft sur des environnements Azure. Et Microsoft, Google fait la même chose, Amazon fait la même chose, nous permet de créer des chats GPT privés qui appartiennent uniquement à un client. Donc, nous, dans notre première approche, je sais que chacun de nos clients aura un chat GPT privé. Donc, c'est uniquement toutes les questions pour un client vont interroger un chat GPT privé dont les données restent, peuvent pas sortir. Donc, on verra pour la suite, pour l'entraînement de ces modèles-là, mais initialement, c'est vraiment d'isoler. Nous, on va vraiment au plus sécuritaire. Nous, on est certifié ISO 27001, on est SOC 2 type 2, donc on veut vraiment isoler, être certain qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là. Merci beaucoup, Patrice. Merci également pour vos questions. Alors, je sais qu'il y a d'autres questions en attente de réponse. Je vous propose de passer à la troisième partie et puis de revenir sur les questions en fonction du temps qui nous restera. C'est bon. Alors, quels sont les avantages à intégrer l'IA dans un SIRH? Dans un SIRH global, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment de simplifier l'interface utilisateur. C'est-à-dire que si j'ai une solution SIRH pour tous mes sujets, j'ai des portails collaborateurs, mon collaborateur ou mes utilisateurs vont passer par une seule solution avec un seul type d'interaction. Donc, c'est un peu répétitif avec ce qu'on a parlé au départ, mais c'est vraiment les avantages d'avoir une solution, un type d'interaction. Donc, ça se simplifie. On a parlé que comme les données sont toutes au même endroit, on n'a pas besoin de rapatrier les données pour appliquer une IA par-dessus. Et on est en mesure vraiment de simplifier l'expérience de l'utilisateur. L'analyse globale des données, on l'a vu dans l'exemple qui est un peu plus haut. Puis, c'est pas nouveau qu'on cherche à centraliser les données. Vraiment, au cours des dernières années, c'était vraiment des outils de BI, Business Object, des solutions comme ça, où on ramenait toutes les données de tous nos systèmes pour finalement réussir à obtenir des réponses. Là, on avait des spécialistes de la donnée qui avaient des accès ultimes pour pouvoir interroger la base. Si on voulait donner des accès à tout le monde, ça devenait compliqué. Donc, c'est le même souci, mais là, on a une IA, donc il va falloir que si on peut rapatrier la donnée déjà dans un seul SI, on sécurise énormément nos données, puis on est en mesure d'analyser globalement nos données. L'exemple de ChatGPT, l'utilisation de ChatGPT que j'ai donné un peu plus tôt, je pense qu'elle parle quand même pendant d'elle-même. Également, toute la notion de sécurité, RGPD, ça va être beaucoup plus simple pour un DPO d'analyser les risques liés à l'utilisation des données avec une IA qu'avec 5 IA ou 12 IA. Donc, et regarder dans chaque cas, OK, on peut utiliser un modèle BARD, mais comment il a été implémenté, sur quel environnement il est, est-ce qu'il est hébergé en France, est-ce qu'il est hébergé aux États-Unis? Donc, ça va être des questions systématiques à chaque fois qu'on va entrer un nouveau système. Donc, déjà, on le sait, c'est compliqué d'avoir un SIRH fragmenté parce qu'on a plusieurs systèmes à vérifier pour la RGPD, s'assurer que les données sont bien gérées. Et là, si vous rajoutez une IA par système, vous venez de doubler le travail au niveau du suivi, au niveau du DPO. Puis, la facilité d'audit puis de certification, de plus en plus d'entreprises sont certifiées ISO 27001, j'en ai parlé plus tôt. En ayant, c'est pas un secret, là, tous les DPO vont vous le dire, en limitant le nombre de systèmes, c'est beaucoup plus simple de contrôler les données parce qu'il y a moins de chaînons à notre chaîne. Donc, ça devient beaucoup plus simple de faire le suivi. Merci beaucoup, Patrice. Alors, on peut prendre quelques questions puisqu'on est à la fin de cette partie. Alors, on a plusieurs questions. Alors, on a une question de Fabrice qui demande l'utilisation de logiciels qui intègrent l'intelligence artificielle dans les organisations. Nécessite-t-elle une consultation préalable du CSE? Oh, je n'irai pas tenter une réponse de ce côté-là. Je demanderai peut-être à ChatGPT une réponse. Non, je ne tenterai pas de réponse de ce côté-là. Je pourrais pas vous informer correctement. OK.
Pas de souci. Alors, on peut passer à une autre question. Alors, techniquement, comment fait-on pour plugger une IA générative sur les différentes composantes d'un SIRH? Enfin, comment est-ce qu'on intègre finalement techniquement. Donc, donc, je peux répondre à un autre éditeur si vous voulez, mais je peux vous expliquer un peu comment nous, nous, on a une solution qui est très flexible. Donc, l'intégration dans chacune des fonctionnalités est très simplifiée par l'architecture de SigmaRH. Si je ne peux pas me mettre à la place d'autres éditeurs, mais si on doit intégrer ça, il va falloir déterminer des droits de sécurité, il va falloir aller changer du code dans chacun des modules, il va falloir aller changer beaucoup de choses. Nous, dans notre cas, là, je ne répondrai pas exactement parce que je ne veux pas donner toutes les informations techniques secrètes ou confidentielles aujourd'hui, mais on est en mesure, nous, de personnaliser notre outil. Donc, on peut intégrer, nos équipes travaillent là-dessus, pourra intégrer de l'IA dans tous nos écrans, dans Sigma, par paramétrage. Donc, même vous pourrez avoir, parce qu'il faut vous doter d'outils. Je pense qu'il faut que vous recherchiez un éditeur qui va vous permettre d'intégrer vos propres idées d'intégration de l'IA, parce que il ne faut pas vous arriver avec un éditeur qui va vous dire, moi, mon IA, elle est implantée comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Vous allez avoir plein d'idées d'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre quotidien. Si vous avez une solution qui est assez flexible pour vous permettre d'introduire vos propres interactions avec l'IA sur vos données RH, là, on va pouvoir utiliser votre créativité pour aller plus loin, parce que chaque entreprise a ses propres besoins spécifiques au niveau de l'utilisation de l'IA. Et donc, nous, on a toujours cru à la flexibilité des solutions, avoir des applications no-code, avoir des applications qui sont facilement reparamétrables. On s'en va dans cette direction-là au niveau de l'intelligence artificielle, donc être capable de plugger l'IA par l'utilisateur, administrateur du système, qui soit en mesure d'aller intégrer des aides par l'IA lui-même dans sa solution ou par l'intervention de consultants dans nos équipes. Merci, Patrice. On a une question de Christine qui demande quels sont précisément les processus RH qui sont facilités ou soutenus par les IA génératives pour la fonction RH. Écoutez, on pourrait penser, je vais vous donner quelques exemples, j'en ai parlé tout à l'heure. Création d'une fiche de poste à partir d'un nom de poste et à partir d'un modèle qu'on utilise à l'interne, ou inspiré d'une autre fiche de poste qu'on a dans notre organisation. Le système va être capable de faire ça instantanément. On peut lui demander des variations dans le thème, donc on peut lui dire, mets ça un peu plus rigolo, mets ça un peu plus... On veut créer un affichage de poste à partir de cette fiche de poste. On veut que ce soit ludique, on veut que ce soit sérieux, on veut que ce soit très innovateur. On va lui demander des variations et il va nous sortir des variations à la seconde. Donc, c'est quelque chose que si on essaie de faire comme humain, chaque variation va nous prendre 10 minutes. Et lui, en 1 seconde, il va nous produire une nouvelle variation. Puis on va dire, OK, je la prends, je la modifie un petit peu, puis je la pousse sur mon affichage. Ça, c'est l'exemple de l'affichage du poste. L'exemple de l'analyse de CV, je donne un CV à quelqu'un. C'est presque quelqu'un. Moi, je donne un CV à une IA qui va lire le texte et qui va être capable d'interpréter les compétences qui se trouvent dans ce CV. Donc, c'est pas parce qu'il n'est pas écrit programmation, mais qui est écrit, je sais pas moi, la personne connaît le Java. Oui, certains logiciels. Il va dire qu'il connaît le Java, mais il ne dirait pas qu'il y a une compétence en programmation. Donc, alors qu'une IA générative va dire, OK, il connaît le Java, il est programmeur. Donc, il va réussir à tirer des conclusions, dire, moi, je fais ça régulièrement. Dire, je prends un CV, je prends mon poste, je le donne à notre IA privée. Je dis, sors-moi 10 questions pour le prochain entretien d'embauche. À partir des informations qui sont là, tac, il me sort 10 questions. J'en veux 10 autres. Il m'en sort 10. Je veux des questions plus techniques, des questions plus personnelles. Analyse le CV. Est-ce qu'il y a des trous dans son CV? Est-ce qu'il y a des périodes où la personne n'a pas travaillé puis que je devrais lui poser la question? Donc, c'est toutes sortes de choses que, quand vous dites, moi, j'aime beaucoup poser ces questions-là, je pourrais déjà paramétrer mon IA pour dire, moi, quand je regarde un CV, c'est cette information-là que je veux que tu me donnes. Il va me dire, attention à ça, j'ai vu ça. Mais maintenant, moi, je ne demanderai jamais à une IA, personnellement,
de me donner le meilleur CV. Mhm. OK? Parce que une IA, ça peut avoir des biais. Je ne veux pas entrer dans les biais, on pourrait passer les prochaines 45 minutes là-dessus, mais donc, je vais plutôt interroger l'IA sur le contenu du CV que sur donne-moi le meilleur CV ou score-moi le meilleur CV. Ça, c'est des gens qui vendent un peu de magie, qui vendent ça, ils disent on met de l'IA puis ça va vous sortir le meilleur CV. Ben, moi, j'aime mieux dire je vais mettre de l'IA, on va faire analyser les CV en masse de façon les plus précises possible, puis ensuite interroge ta base, demande-lui les personnes qui correspondent à tel critère, mais je ne demanderai jamais, on va interdire des analyses basées sur le sexe, sur l'âge ou des choses comme ça à nos IA. Okay. Merci beaucoup, Patrice. Je propose de prendre une toute dernière question, parce que c'est bientôt la fin du webinaire. C'est une question de Julien que je trouve assez intéressante, qui demande, y a-t-il une limite légale à l'utilisation de l'IA dans certains procès, certaines actions, certains documents RH? Aujourd'hui, si on ne diffuse pas de données, c'est un outil accélérateur. Donc, je vois mal comment on va pouvoir l'empêcher. Parce que dans le fond, on donne les mêmes informations à un être humain, il va nous dire les mêmes choses. C'est juste que là, ça va plus vite, il est capable de le faire sur plus de données. À part souhaiter brider l'analyse de données, je ne vois pas pourquoi on l'empêcherait. On va l'empêcher, je reviens sur le sujet, sur si ça pourrait provoquer de la discrimination. Oui, c'est ça. La discrimination ne permettra pas à l'IA de la faire, mais il y a toujours l'humain qui va la faire en face. C'est ça l'autre problème. Oui. Mais l'IA, on va lui dire, ne traite pas de façon discriminatoire les données, mais après, c'est l'humain qui va prendre la décision. Merci beaucoup, Patrice. Merci également à Julien pour votre question et à vous tous également pour votre participation active. On arrive à la fin du webinaire, donc j'ai une petite question, Patrice. C'est le coup de com'. Quel est ton coup de com'? Est-ce que tu as quelque chose à nous partager? En fait, nous, vous avez entendu, on travaille sur on amène l'IA dans nos solutions, donc on n'a pas une date exacte à laquelle on va rendre disponible ça de façon large. Et je vous dirais, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous à nos newsletters, suivez-nous sur LinkedIn, vous allez être en mesure de voir qu'est-ce qu'on fait là-dessus. On va communiquer au cours des prochains mois sur la direction que l'on prend, sur l'implantation. On va donner des exemples plus concrets, mais ça va se passer sur les 6 à 9 prochains mois. On arrive avec des solutions très, très intéressantes. Donc, ça va être mon... Restez connectés. Oui, c'est ça, exact. Stay tuned, comme diraient, oui, c'est ça, les Américains. Donc, vous m'aviez demandé d'un petit coup de cœur. J'avais le goût de vous parler parce que le coup de cœur, ce que tu me disais, oui, Manon, c'est OK, qu'est-ce que tu aimerais partager d'humain. Oui, c'est ça, d'humain. Puis là, j'avais pensé vous parler parce que vous venez d'entendre parler pendant 45 minutes un Québécois en québécois. Donc, j'avais le goût de vous parler du Québec, puis de la beauté de l'hiver, puis de ne pas avoir peur de ça parce que moi, j'ai très, très hâte de retourner dans la neige. Mais il est arrivé un événement vendredi chez nous. C'est un peu particulier. Donc, il y a une de nos collaboratrices qui a été victime d'un féminicide. Puis, je veux vous parler un peu plus sérieusement que mon coup de cœur, ça va vraiment sur les organismes qui tentent de prévenir la violence faite aux femmes. Puis, c'est un sujet que je ne pouvais pas éviter aujourd'hui. Je suis désolé. Je ne suis pas désolé, on doit en parler. C'est arrivé à quelqu'un qui avait 31 ans dans nos équipes, qui avait tout l'avenir devant elle. Donc, c'est un coup de cœur un petit peu triste, très triste, mais je souhaite en parler aujourd'hui. Mais c'est un beau message, en tout cas, que vous faites passer pour conclure ce webinaire. Un message important. Merci beaucoup, Manon. Merci à vous. Merci également à tous pour votre participation. J'espère que ce webinaire vous a plu. Moi, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Et bonne journée à vous aussi, Patrice. Merci. À bientôt.